Ta mère est une aventurière, le podcast des Daronnes Badass. On monte, on est à flanc de falaise en fait, et on doit redescendre de l'autre côté. On monte en fait, on tourne un peu, hein, et on doit redescendre. Et là, je suis contre la falaise. Stéphane est descendu avant moi, et c'est lui qui me dit où est-ce que je dois poser le pied parce que je peux pas regarder tellement j'ai le sac à dos derrière de 13 kilos. Et en fait, voilà, je mets ma vie entre ses mains. Salut, moi c'est Emma. Bienvenue dans le podcast Ta mère est une aventurière. À chaque épisode, je t'embarque aux côtés d'une daronne badass. Ici, on parle de vécu, d'aventure, de projet, de maternité. Le tout dans l'énergie de curiosité et de puissance de l'aventurière. J'espère que tu vas te sentir inspirée et enthousiasmée. C'est parti, on y va. Alicia nous emmène aujourd'hui sur le GR20, sentier aventureux de Corse qu'elle a parcouru au tout début de sa première grossesse. Idées, préparation, dépassement physique, elle nous raconte chacune des étapes de ce projet. Une méthode pas à pas pour partir à l'aventure by Alicia. Salut Alicia! Salut Emma. Comment tu vas? Tranquillement avec ma fille qui est malade, donc comme une aventurière en route vers l'aventure. En tout cas, je suis super contente de t'avoir dans le podcast. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu de se parler toutes les deux. Et Tout à fait. nos vies d'aventurières ont fait que on se retrouve aujourd'hui, quelques temps plus tard. Exactement. Ouais. Je suis ravie aussi de ta confiance Emma et voilà, déjà de l'échange qu'on a déjà pu avoir, mais donc je suis ravie de pouvoir contribuer à ce podcast. Ouais, j'espère que ton histoire va pouvoir inspirer d'autres femmes et d'autres mères aventurières qui nous écouteront. Ah, ok. Est-ce que ça te dit de te présenter en quelques mots pour un petit peu dessiner les contours de qui tu comment tu te sens, enfin comment t'as envie de te définir aujourd'hui quoi. Ouais, alors moi je suis Alicia, j'ai 39 ans, donc je vais avoir 40 ans au mois de juin. Je suis maman de 2 enfants, Arthur qui a 5 ans dans 15 jours et Aliénor qui aura 4 ans au mois de juin aussi. Je fête mes 40 ans quand elle fêtera ses 4 ans. Et j'ai un chéri qui est prof des écoles, directeur d'école. Et puis voilà, moi après comment depuis la crise Covid là, depuis les confinements à répétition, je me suis pas mal recentrée sur moi-même et sur mes besoins. Alors ça a concordé avec le fait que les enfants, Aliénor avait 2 ans et Arthur 3 ans. Et en fait, j'ai eu un besoin vital de retourner vers moi-même pour essayer de survivre un petit peu. Mm. Et mais voilà, ça se fait en douceur, ça se fait tranquillement. Je me sens moins dans l'urgence qu'avant. Voilà, je me sens plutôt sereine aujourd'hui. Voilà, c'est l'année de mes 40 ans, je me sens plutôt bien dans mes baskets, même s'il y a encore plein de choses à régler, mais en fait, cool avec ça. Donc, je me sens plutôt bien aujourd'hui. Voilà. Mm. Et donc tu as deux enfants comme tu me disais, donc Ouais, Arthur et ouais, Aliénor, c'est ça. et qui ont donc très peu d'écart finalement parce que Ouais, ils ont 15 mois et demi d'écart. waouh. Et ouais. Donc Arthur était complètement prévu au programme. Il est même arrivé un peu en avance. Enfin, du coup, il n'était pas prévu. On avait prévu. En fait, on a fait le GR20 en en juillet 2016. Et je suis d'origine corse et on avait prévu de concevoir Arthur pendant notre GR20 Ah oui, dans les carrément. montagnes. Voilà, il y avait un truc. Et puis en fait, donc on a expérimenté toute l'année avant de partir, 2015-2016. On a fait moi je marchais 1 heure et demie par jour pour aller au travail avec mon sac à dos de 10 kilos pour m'entraîner. On a fait du GR34, des étapes de
4-5 jours. Et puis, un mois avant de partir, on avait on va expérimenter aussi, puis on a bien expérimenté, et du coup, c'était à mon anniversaire, et puis Arthur a décidé de se nicher à ce moment-là, et de participer au GR20 complètement avec nous. Trop bien. Voilà, et puis Aliénor, on voulait 2 enfants, et puis en fait, elle est arrivée, elle n'était pas attendue tout de suite, mais c'était complètement ok en fait, bon, c'est Aliénor, quoi. Elle arrive, elle est là, et elle fait partie de l'lycée maintenant, et en fait, elle m'enseigne ça à chaque fois, lycée maintenant, quoi, l'adaptation. Voilà, ça c'est ma fille, hein. Donc, elle est arrivée comme elle est aujourd'hui, en me montrant un petit peu, moi, le message qu'elle m'envoie, c'est tu es capable de t'adapter, et puis la vie est une surprise, et accueille-la comme elle vient, quoi. Voilà, ça un petit peu. Waouh, super messagère, dis donc. Ouais. C'est beau. Enfin, moi, je suis touchée par cette façon que tu as de parler de l'arrivée d'Aliénor et Ouais. de ce qu'elle te transmet. Hein. Ouais, et puis j'ai accouché à la maison aussi pour Aliénor. Donc, enfin vraiment, elle m'aligne aussi avec toute la puissance de la femme. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se sont passés avec elle. Alors, est-ce que c'est devenir maman d'une fille? Avec Arthur, il s'est passé totalement autre chose, et c'était tout aussi fort, mais avec Aliénor, ouais, vraiment sur la place de la femme, sur moi, ma place de femme, ouais, ça dépote. Mais voilà, mais à la base, elle n'était pas prévue tout de suite, ou en tout cas, on savait pas quand est-ce qu'elle était prévue, mais elle avait décidé d'arriver à ce moment-là, en tout cas. Bon. Voilà. Ok, l'aventure. C'est ça. Voilà, l'aventure, c'est ça. Pour un petit peu, je sais pas comment dire, qu'on te voit sous d'autres aspects, je te propose une sorte de petit portrait chinois. Ah oui. Alors, si tu étais une fleur, Alicia, tu serais... Un coquelicot. Un coquelicot. Je trouve que c'est assez joli. C'est rouge, c'est pétillant. Quand j'étais petite, j'aimais bien ouvrir les coquelicots. Je faisais des robes avec. Enfin, je sais pas si tu faisais ça aussi. Voilà, et du coup, je me souviens de ça, et bon, ça rappelle aussi un peu l'enfance. Je vois du mouvement dans le coquelicot. Ça me parle bien. Si tu étais un animal, tu serais... Je serais une lionne. Là aujourd'hui, je me sens plutôt lionne parce qu'elle est jaune, elle est or, elle est lumineuse. Donc ouais, plutôt c'est ça, la lionne avec ses petits là, qui va chercher à manger, qui s'en occupe, avec le lion qui faut rien. Pardon. Non, le lion qui voilà, mais bon bref, mais surtout la lionne avec ses petits. Ouais, voilà. Si tu étais un paysage, tu serais... Je serais les montagnes et la mer, et donc bah, c'est la Corse, puisque quand on est en Corse, on a les pieds dans l'eau et la tête dans la montagne. Et donc ce serait les deux ensemble, quoi. La mer et la montagne. Un paysage de Corse. Ouais. C'est ça qui te parle. C'est ça, ouais. Que tu ressens très fort. Ouais, bah, c'est mes origines, et c'est le paysage de mon enfance, parce que j'y ai passé tous mes étés, quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, s'il y a vraiment un paysage qui me définit, l'eau et les montagnes avec le relief, bah ouais, c'est moi aussi, donc ça me parle bien. Si tu étais un objet, tu serais... J'avais mis un rideau. Pourquoi est-ce que j'avais mis un rideau? Alors, c'est bien pour ça que je te pose la question, c'est parce que je me suis sentie intriguée, tu vois. Alors, un rideau. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que peut-être on pouvait cacher quelque chose avec un rideau. Alors là, et qu'il y avait de la souplesse. Je me suis dit ça. C'était rigolo, un rideau. En tout cas, c'est ce qui m'était venu. Le rideau, il est fluide, il peut cacher la lumière, en même temps il peut la laisser passer, selon le volume qu'il a. Il peut être occultant, il peut être aussi pour comment ça s'appelle, pour le froid là. Bon, donc un rideau, c'est multifonction, ça sert tout le temps. Voilà. Ok.
On peut même s'en servir comme couverture. Ouais, voilà, tu vois. Non, Ah, mais un cool. rideau, c'est un morceau de tissu aussi, ouais, qui peut, ma foi, être utilisé de différentes façons. Mhm. Cool. Et si tu étais une couleur, tu serais? Ah ben le jaune, enfin l'or, hein, du coup, voilà, parce que ça c'est la couleur. J'ai fait un stage il y a 10 jours et j'ai visualisé. Un de mes objectifs c'était l'or, la couleur qui est venue et en fait voilà de me rendre compte que je peux être lumineuse et en même temps avoir mes parts d'ombre et que je suis pas obligée d'être que tout positif tout le temps et que quand il y a de la lumière, eh ben il y a aussi de l'ombre parce que la lumière ça éclaire et que quand il y a un objet, ben derrière il y a de l'ombre et ça fait partie du paysage et c'est ok comme ça en fait. Et je suis pas obligée d'être tout le temps joyeuse, tout le temps bien. J'ai le droit d'avoir des moments de pas bien et c'est pas grave. Et ça fait partie de la vie et c'est ok comme ça. Et voilà, je décide de me foutre la paix aussi, d'arrêter d'être parfaite, d'arrêter d'être toujours bien. Je suis parfaite. Un peu comme dans le sketch de Florence Foresti, là. Ah, voilà, tu veux? On va aller au marché? Oui? Non, non, ce là tout à l'heure, j'étais, non, on va aller au marché, ma chérie. Et puis là, bon, allez, tu vas mettre un tour de cou? Hein? Il est où ton tour de cou? Non, il a pas ton tour de cou? Non, on est là. Puis j'ai crié, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Je lui ai expliqué ce que je vivais, et puis après, c'était bon, voilà. C'était reparti. Je me suis dit, voilà. Il faut juste que moi, j'arrive à exprimer mes émotions sans me dire que, bah voilà, ma fille aussi, c'est lui montrer que je suis humaine et que les émotions, c'est toute une palette et que c'est pas que du bon et qu'on a le droit d'être pas bien aussi. Et en fait, bon voilà, je me suis pas souvent autorisée en fait à me dire que j'avais le droit d'être triste ou d'être en colère. Je trouve que la société, elle autorise pas beaucoup ça. Et du coup, eh ben, par rapport aux enfants, si je ressens de la colère et que j'exprime pas ma colère ou je le dis pas, eux ils ressentent la colère, ils savent qu'il y a un problème, mais si je le nomme pas, eh ben ils comprennent pas et du coup ça brouille eux-mêmes leurs émotions. Et en fait, me rendre compte de ça, je me dis bah non, c'est pas le cadeau que je peux leur faire aujourd'hui pour qu'ils soient pas dans les mêmes failles que moi à mon âge. Bah, c'est de leur offrir le fait de pouvoir lire les émotions telles qu'elles sont et oui effectivement je suis en colère là. Voilà. Donc tu sais bien lire, tu comprends bien, tu décodes bien, t'as tous les outils pour y arriver et moi je vais pas t'embrouiller la tête avec mes histoires. De mère parfaite. C'est ça. Et puis il y a un livre de Serge Tisseron, là, c'est Mensonges des émotions, voilà, que j'ai lu. Ça parle de la transparence des émotions, en fait, et du fait que si on n'est pas transparent dans ce qu'on vit, en l'occurrence, un enfant, il sent tout, et oui, si ses parents sont en colère, il le sent. Et si ses parents, étant en colère, disent non, non, tout va bien, tout va très bien, ou les parents qui s'engueulent, hein, on a des périodes avec Stéphane où c'est un peu compliqué. Et en fait, j'avais peut-être un peu envie de cacher les choses aux enfants ou de dire non, non, tout va bien. Alors qu'en fait, ben, c'est pas leur rendre service, quoi. Voilà. Et oui, ça contribue au fait de me foutre la paix aussi, quoi. D'être plus cool avec moi-même, de me dire que bon, j'ai le droit de... Aussi, ça n'est pas obligé d'être tout rose tout le temps avec Stéphane. Des fois, peut y avoir des downs. C'est pas grave. D'avoir une forme d'indulgence avec toi-même. Ouais, ouais, ouais. Et puis avec lui aussi, du coup, avec les enfants aussi. Voilà, c'est plus léger comme ça. Chouette. Bah, merci beaucoup pour tout ce portrait que tu as partagé avec nous, qui nous permet de mieux te connaître déjà. Ouais. Et alors, Alicia, si je te dis aventure, toi, tu penses à quoi? Qu'est-ce que c'est les ambiances, l'image qui te vient avec ce mot? L'aventure, bah, il y a forcément la Corse parce que c'est une grosse étape d'aventure pour moi. Et bon voilà, il y a le côté aussi physique, bah, quelque chose aussi de dépassement de soi, l'action, voilà,
le côté l'endurance, comme je me suis ta 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 ta. Une sorte de détermination et de dépassement de soi physique. C'est ça. Oui, et puis de capacité physique en fait. Si je me rends compte qu'en étant dans l'aventure en fait, dans le moment présent, en fait, je peux faire énormément de choses. Là où dans un quotidien, je m'imaginerais pas pouvoir faire tout ce que je fais. Enfin voilà, c'est-à-dire que si je pense à tout ce que je fais, je me dis ouais, c'est énorme, alors qu'en fait quand je suis dedans, ben je le fais et voilà, et ça se fait et puis c'est cool et c'est ok et c'est bien aussi. Et en fait, d'arrêter de se poser des questions quoi. L'aventure c'est aussi déconnecter, peut-être un peu lâcher prise, tout ça. Pour toi, ce paysage d'aventure, c'est aussi ouais toute cette ambiance corse. Ouais. Avec le côté aventure physique. Ouais, voilà, dépassement. Et c'est quoi pour toi les valeurs que tu pourrais mettre dans l'archétype de l'aventurière? Tu vois, dans ce que tu peux incarner dans ce type d'aventure ou dans l'aventurière du quotidien, quoi. Ouais. Alors les valeurs, en fait, c'est voilà, des valeurs de nouveauté, un peu d'aller dans des endroits à défricher, d'aller en dehors des codes normés, explorer la vie de manière peut-être un peu différente que ce que la norme voudrait que je fasse. Ouais, donc un côté innovation et en même temps un côté finalement moment présent quoi, c'est-à-dire je me sens pas dans l'aventure si je réfléchis trop en fait. Voilà, si je suis trop dans la réflexion, trop dans ma tête et pas assez dans mon corps, mais finalement je me sens moins aventurière que si je déconnecte la tête et que je vais dans la vie et dans le mouvement. Et là je me sens plus à ma place. Et pour toi, l'aventure, elle est plutôt programmée? Ou tu la vis genre, tu pars à l'aventure... Enfin si, tout à l'heure, tu nous as quand même dit que vous aviez fait une préparation sur l'année avant de partir sur le GR. Voilà. Le GR20, en même temps, alors c'est un sentier... je sais pas, on dit que c'est le sentier le plus difficile d'Europe, parce qu'il est... je crois que t'as 14 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est un gros truc, c'est 20 jours, c'est 160 km, mais avec des étapes qui font 5 km que tu fais en 6 heures, quoi, parce que voilà. Okay. Tu montes très fort ou tu descends très fort. Ouais, et du coup, en fait, on voulait faire les choses bien et on voulait être bien préparé. En fait, moi, Stéphane, il est sportif aussi. Bon, c'est un sportif, il fait des marathons, des trucs comme ça. Et bon, voilà, la préparation physique, ça fait partie du truc. Donc là, pour le coup, sur quelque chose comme ça, la préparation, ça nous paraissait indispensable parce que c'était prévu. Mais après, tu vois, par exemple, devenir maman, bah oui, j'ai lu des choses, je me suis renseignée, mais après, il y a plein de trucs sur le moment, mais comme sur le GR20, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, toutes les émotions qu'on a vécues, les rencontres qu'on a fait, les difficultés auxquelles on a fait face, les réussites auxquelles on a fait face, bah on s'attendait pas à vivre tout ça non plus, quoi. Au niveau des émotions, c'était très riche. Oui, à la fois il y a de la préparation et en même temps, enfin dans ce que j'entends, c'est presque une préparation pour être au plus présente lors de l'aventure, quoi. Construire une sorte de socle. Ouais, bah c'est se donner les moyens de réussir parce que là c'était pour le coup c'était une aventure aussi physique. Ouais, c'était se donner les moyens et puis en fait on a aussi lu là-dessus et bah voilà, quand les gens disent bah il faut une préparation physique, on peut pas se lancer dans le GR20 sans être un minimum préparé. Donc pour moi il y avait vraiment aussi quelque chose aussi de très important à faire par rapport à mes origines. Voilà, vraiment d'aller sur mes terres, d'aller me connecter avec la terre. Et donc c'est vrai, est-ce que je pouvais me préparer au fait que ça se passe pas bien et que je réussisse pas? Je suis pas sûre. Donc j'ai fait en sorte que ça se passe au mieux. Mais après voilà, devenir maman,
Oui, je me dis, tu vois, si je fais un parallèle, j'ai prévu, j'ai des bouquins, j'ai lu, et puis en fait après, il y a tout ce que ça fait, un accouchement, un bébé, voilà, d'allaiter, un bébé qui pleure, la fatigue, enfin voilà, tout ça, tu beau lire, C'est clair. si t'es pas dedans, tu passes à côté, quoi. Enfin, je trouve, voilà. En tout cas, moi, les fois où je me sentais pas dedans, où j'étais pas dedans vraiment, non, c'est pas bon, quoi. Voilà. Être connecté. En tout cas, moi, mes enfants me le rappellent. Donc avant d'être mère, vous avez fait ce GR20. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Donc tu nous as raconté que tu avais préparé donc avec Stéphane tout au long de l'année d'y aller. Comment est-ce que l'idée est née? Comment vous avez décidé de faire le GR20 et de partir? Et puis comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Ouais. Donc en fait, donc à l'époque, mon père habitait encore en Corse et on avait des amis, ma meilleure copine, enfin une de mes meilleures copines, et son chéri qui était venu nous rejoindre. On avait passé 10 jours en Corse ensemble, on était partis en camping. Et, et puis en fait, on a fait une balade qui s'appelle le Trou de la Bombe sur les aiguilles de Bavella. C'est voilà, au-dessus enfin du côté de Porto Vecchio. Et, et puis en fait, on a vu des gens marcher. Et donc Stéphane, voilà, dit oh bah tiens. Et puis on a fait aussi un endroit. Donc moi, je suis originaire. Enfin, mon grand-père était originaire de Quens, un village voilà juste à côté des aiguilles de Bavel. Et il y a quelque chose qui s'appelle le plateau du cochon, voilà, le plateau du cochon. Et et en fait, de là, on voit les montagnes au loin, et le GR20 passe par là aussi. Et puis en fait, quand on a fait la balade du Trou de la Bombe, là, Stéphane me dit ah bah tiens, pourquoi pas si on se faisait. Alors moi, c'est un truc un peu ouais. En Corse, on entend parler du GR20, c'est un gros truc, quoi. Et puis je me suis dit, voilà. Après, en fait, on a pris avant de repartir en bateau à Ajaccio, on a pris un topo guide. Et puis on a regardé, et puis on a dit bon bah ok, on se fait ça l'été prochain. Et puis donc on s'est préparé pendant un an, enfin pendant 9 mois. Voilà, moi à l'époque je travaillais en région parisienne, et donc plutôt que de prendre les transports, je faisais tout à pied. Il y avait une grande montée, une grande descente. J'avais mon sac et puis je faisais ma marche tous les jours pour aller au boulot. Voilà, donc je marchais. Ouais, ça demande une sacrée détermination quand même. Ouais, mais ouais. Mais c'était, en fait, il y avait même pas à réfléchir, quoi. C'était tellement l'opportunité de pouvoir le faire, le fait que Stéphane, voilà, il aussi été moteur là-dedans. Pour moi, c'était aussi important parce que c'était l'homme avec qui j'allais faire des enfants, donc il y a tout un côté symbolique pour moi qui était important. Et puis moi, j'avais envie d'être à la hauteur. Voilà, après, j'avais vraiment à cœur d'y arriver et de suivre, quoi. Voilà. Pour toi-même ou par rapport à Stéphane, tu sentais... Non, pour moi-même. D'accord. Non, c'est vraiment... je me suis pas mis la pression par rapport à lui. Il m'a jamais mis la pression non plus, mais c'était vraiment moi vis-à-vis de moi. Toute seule, je l'aurais pas fait. C'est-à-dire que toute seule, j'aurais pas eu l'idée de le faire toute seule. Et j'aurais pas eu l'idée non plus d'y aller toute seule, ou de me dire il faut que je le fasse. Voilà. Non. Il y a eu l'opportunité, ça paraissait évident qu'avec Stéphane, c'était la bonne personne avec qui j'allais le faire, et voilà, c'est tout, quoi. Donc une décision assez intuitive finalement. Exactement, oui. En fait, il n'y a pas eu de... là, je vois, par exemple, on a en projet de partir en Europe avec un camping-car. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en fait, on s'est fixé un peu des échéances. Mais en vrai, c'est un projet dans 3-4 ans. Et c'est vrai que c'est pas pareil, là, que, bon, de dire, allez, d'une année sur l'autre, on fait ça.
Ouais, non, c'était assez spontané. Ce qui a fait aussi peut-être que ça a fonctionné parce qu'on s'est pas trop pris la tête. Et puis on a expérimenté, vraiment sous le GR34. C'est où le GR34? GR34, c'est la Bretagne. 1700, 1700 kilomètres quand même, hein, le GR34 parce que en fait, t'as tous les recoins, tous les bords, enfin c'est hyper long. Et du coup, on s'est entraîné du côté, on a fait Perros-Guirec, et puis après on a été du côté de Loquirec aussi, voilà, Morlaix. Ok. Et donc on était parti avec sac à dos, enfin en condition, quoi, avec semi-autonomie, la tente, voilà, tout pour dormir, pour manger, et puis sur 4 jours. Et puis du coup, à chaque fois, ça s'est bien passé. Donc, ah bah là, le sac à dos est trop lourd. Ok, bon bah là, on va pouvoir alléger, on va pouvoir mettre ça. Là, qu'est-ce qu'on a besoin? Voilà, donc on a pu partir en n'emportant pas trop de choses non plus et en ayant ce dont on avait besoin. Wow, c'est génial. Je trouve, Ouais. tu vois, les étapes que vous avez construites Ouais. pour expérimenter, et c'est une sorte de, plus petit challenge pour être prêt, quoi. C'est, Ouais. ouais, super. Ben ouais, et puis il y a eu une étape, je crois que je confonds toujours entre Carantec et, enfin, du côté, je crois que c'est Loquirec, à Loquirec. Et en fait, il y a, sur le sentier côtier, il y a un endroit où en fait c'est hyper, ça descend, ça monte, enfin c'est voilà, c'est costaud. Et, et en fait, on a un des meilleurs copains de Stéphane qui nous avait rejoint pour la journée en fait, et à un moment il se moquait un peu de moi parce que je sais plus, j'avance pas ou je sais pas quoi, et en fait je me suis piquée, j'étais vraiment énervée parce que j'avais pas Stéphane qu'avec moi et qu'il y avait le copain, enfin bon bref, et puis et en fait j'étais vraiment en difficulté, c'est-à-dire je me disais je vais jamais y arriver. J'étais en train de réussir à faire un bout du GR34, mais je me suis dit mais comment tu veux là, avec une étape difficile, là c'était une étape difficile, mais qui était qu'une journée, alors que le GR20 c'est, on va dire sur 16 étapes, il y en a 3 qui sont faciles. Tout le reste, ouais, c'est quand même un dépassement. Enfin, je veux dire, faut être en bonne forme pour le faire. Et je me suis dit, je vais pas y arriver. Et puis, je sais pas comment, je me suis dit, bah, allez, et là, c'est étape par étape, Alicia. Et si t'arrives aujourd'hui, bah, demain, tu feras le retour et tu verras comment tu fais. Et puis, je me suis dit, bah, là, si j'y arrive, bah, c'est bon, j'arriverai le GR20. Là, ce jour-là, bah, c'était 3 mois avant de partir, je me suis dit, bah, c'est ok, j'y arriverai. Je suis prête. Donc, j'ai continué à marcher, ouais. Ouais, comme si vous aviez donc noté, enfin préparé physiquement et puis dans le matériel et tout, et en même temps comme si t'avais mis dans ton sac à dos toute de la confiance en toi avec cette étape, comme si tu, ouais. Ouais. Oui, oui, aussi un engagement vis-à-vis de moi-même. Voilà, dire ce jour-là, là, où c'était vraiment dur, et ben, j'ai réussi à le faire. Et je me suis dit, ben, voilà, ben, j'ai réussi. Donc, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire un truc sur du long terme qui dure 15 jours. Et puis, en plus, bah, après, j'étais enceinte, hein. Je, d'être enceinte d'Arthur, ça m'a aussi donné une force, mais incroyable. Enfin, je veux dire. Donc ça, t'étais enceinte quand vous êtes parti sur le GR20, pour le coup. Ouais, C'est ça? ouais. Okay. J'étais enceinte de 3 semaines. Tu le savais? Ouais, je le savais. Et donc la première semaine, ça se passe bien. Non, je suis en bonne forme, tout ça. Enfin, en fait, j'ai commencé à avoir des nausées à une semaine, enfin, quand ça faisait une semaine qu'on était partis. Alors là, c'était un peu moins facile parce que du coup, je grignotais un petit peu tout le temps des fruits secs, des choses un peu en prise rapide parce que les repas, en fait, on arrivait dans des refuges et on prenait le repas en général le soir. Soit on avait du lyophilisé ou alors on pouvait prendre les repas aussi sur place. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe du coup sur le GR20? Donc c'est, ouais, vous aviez une tente aussi? Enfin, vous dormiez ouais, comment? alors nous on avait décidé de prendre notre tente. C'était une copine
qui avait elle-même fait le GR20 avec son mari, je sais pas, 8 ans avant, qui m'avait prêté la tente. Mais une tente très bien, pile pour 2 personnes, nickel, légère, et voilà, super bien. Et puis, du coup, on avait nos sacs de couchage. Il fait froid la nuit sur le GR20? Ouais. Ouais. En fait, même si on est en été, on est en montagne, en altitude, et donc ouais, il fait quand même froid. Il y a une nuit, d'ailleurs la nuit du 14 juillet, chez nous on s'est pelé, il était super froid. Et il y a eu un orage, et je sais pas s'il y avait de l'orage, mais en tout cas il y avait beaucoup de pluie, et moi il avait fait froid. Et mais c'est la nuit où on a eu le plus froid, et je pense qu'il a dû faire, je sais pas combien il faisait, c'est pas descendu en dessous de 0 quand même, mais bon voilà, on avait en tout cas, mais on s'est tenu chaud dans la dans la tente. Mais voilà, mais en fait le GR20 tu peux le faire, il y a des refuges, donc tu peux dormir dans les refuges. Tu peux le faire, tu peux aussi louer des tentes. Il y a des tentes 2 secondes là qui sont un peu partout aux alentours des refuges, ou alors tu montes ta propre tente. D'accord. Voilà. Et nous, le fait d'avoir notre tente, c'était sécurisant, parce que si jamais il y avait une étape, je sais pas pourquoi on n'arrivait pas à finir, ou il y avait un problème, au moins on pouvait dormir n'importe où, même si tout est réglementé, hein. On peut pas dormir, c'est le refuge, c'est un parc national, donc tu peux pas dormir où tu veux, mais bon, après, il y a personne qui va venir te dire, de toute façon t'es un peu seul au monde aussi quand t'es là-haut, quoi. Voilà, les refuges, donc t'arrives, et en fait les refuges tu peux prendre, il y a des trucs à manger, donc tu peux prendre le repas. En général il y a un repas du soir, et bon alors, pour donner un ordre d'idée, le repas du soir plus le petit déj du matin, pour une personne c'est 30 €. Donc et tu manges des pâtes, hein, le soir. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, ils ont le sens du commerce. Mais bon, après, voilà, le budget, il était établi là-dessus, donc en même temps, pour moi, c'était important d'avoir le matin un petit déj avec un petit morceau de beurre, de pouvoir bien manger avant d'aller marcher. Le matin, on se levait on se levait à 5 heures. On se levait à 5 heures tous les deux. Donc on partait après vers 6 heures moins quart, parce que après c'était en été, donc le soleil se lève tôt, et la chaleur aussi, donc le but c'était de marcher le plus à la fraîche. Et donc moi on avait rencontré une Hollandaise, Maggie, avec qui en fait dès le deuxième jour on s'est retrouvés, on était l'une derrière l'autre, et on s'est dit qu'on marchait ensemble le reste du trajet. Et du coup, moi, je partais avec Maggie, et Stéphane finissait de plier la tente, tout ça, et il nous rattrapait après. D'accord. Comme ça, il avait son petit moment sprint, sport. Et donc ça dure 16 jours, tu disais? 16 étapes, c'est ça? Nous, on a fait en 16 jours. Mais après, il y en a qui le font en 8 jours. Il y a même le record, je crois, c'était 36, je crois que maintenant c'est 32 heures. Enfin, des mecs. Ah ouais, ok. Ouais, mais bon, ils le font en mode ultra trail, ils s'arrêtent pas. Bon, parce que c'est vrai que tu te dis comme ça, 160 km, non, 180, non, 160, je crois. Les étapes classiques, c'est 16, 15, 16. Et là, tu disais que pour l'étape en Bretagne, tu t'étais dit, Ouais. waouh, ça va être chaud d'enchaîner toutes les étapes. Comment ça s'est passé une fois sur le GR? Alors le premier jour, donc en fait on avait rejoint des copains qui visitaient la Corse à ce moment-là, qui étaient du côté de Calvi, et donc on les avait rejoints au camping là où ils étaient. Et le lendemain matin, ils nous ont amenés à Calenzane, au départ en fait du GR20 au nord, et ils nous ont déposés à 8h20. Bon. Donc là déjà, nous on commençait un peu tard, quoi. Et au bout de 3 heures, 8h20 et 11h30, il y a un cagnard de dingue. Et là, moi, je fonds en larmes, en me disant, mais dans quoi on s'est embarqué, quoi? Mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, quoi. Et puis bon, du coup, on s'est posé un peu,
on se repose, ok, on repart, et puis on y était tranquille, en fait. Et bon, voilà, et en fait, la première étape, la mise en route a été difficile, mais en fait, au début, ça a monté beaucoup, donc, mais en même temps, c'était pas crapahuteux du tout, c'était du sentier, ça a monté, mais voilà. Mais c'était en plein cagnard, vraiment, il faisait très chaud. Mais après, on était plus en altitude. Et en fait, la deuxième étape, c'est une étape où on est sur des crêtes. Et, et, là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et là, Stéphane s'est dit aussi, qu'est-ce qu'on fout là. En fait, il y a un moment, je me souviens, on monte, on est à flanc de falaise, en fait. Et, et on doit redescendre de l'autre côté. On monte, en fait, on tourne un peu, hein, et on doit redescendre. Et là, je suis contre la falaise. Stéphane est descendu avant moi. Et c'est lui qui me dit où est-ce que je dois poser le pied parce que je peux pas regarder tellement j'ai le sac à dos derrière de 13 kilos. Et en fait, voilà, je mets ma vie entre ses mains, quoi. Et donc, ouais, donc là, le soir, on est arrivé, on s'est dit, waouh, c'est costaud. Et puis en fait, du coup, on avait vu que Maggie était un petit peu devant nous. Et en fait, le deuxième soir, on a revu les gens qu'on avait vus la veille. Et là, en fait, il y a l'énergie du groupe qui a commencé aussi à se mettre en place, c'est-à-dire que il y avait un frère et une sœur, mais alors carburés, ils partaient à 5 heures, genre à 11 heures du matin, ils avaient fini, quoi. Nous, on partait à 6 heures, on arrivait vers 16 heures, quoi. Mais alors eux, c'était des bêtes, quoi. Voilà, ils auraient pu faire le GR20 en 7 jours. Et j'ai proposé à Maggie, je lui ai dit, do you want to go parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une piscine naturelle, to the swimming pool. Oh yes, we are going. Et puis voilà, le feeling passe vraiment super bien. Et puis en fait, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on marche ensemble? Puis voilà, c'est naturellement. Du coup, elle se dit ouais, elle était partie toute seule. Et puis en fait, on a marché avec elle, donc c'était super aussi. Elle a aussi contribué au fait que ça se passe super bien. Mais donc c'était aussi une rencontre, et en fait donc nous on partait avec finalement on a marché à 3, et puis le soir on retrouvait les copains, et en fait il y avait une étape aussi. Alors il y a un jour on arrive, il y avait une super étape qui s'appelle on passe sur des pozzi. Alors c'est quoi des pozzi? Un lac. Des pozzi, c'est de l'herbe verte avec de l'eau en dessous, en fait. C'est assez joli. Et puis, en fait, avant d'arriver au refuge, on voit un hélico au loin. Oh là là. Tu vois un hélico, tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Avant, mais même, non, c'est le matin. Je vois un hélico un peu plus loin, sur la montagne un peu plus loin. Et en fait, quand on arrive au refuge le soir, nous, on arrive en dernier avec Stéphane et Maggie, et puis et le mec, je lui dis, on a vu un hélico ce matin. Il me dit, ouais, il y en a un qui a dévissé, ils sont allés le chercher. Alors là, moi, je flippe total, quoi. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et on voyait sur les topo guides que l'étape, elle était plutôt difficile. Et là, du coup, on a fait l'étape, on était 7. C'est-à-dire que, vraiment, tout le groupe, on s'est dit, il y a vraiment une unité, en fait, et je sais pas comment dire, on vit une expérience, il y a ceux qui étaient super rapides, ils ont fait le truc avec nous, ils ont accepté d'être en un truc plus lent, mais voilà, quoi, c'est-à-dire, ok, c'est là où c'est aussi où c'est super, c'est des gens qu'on connaît pas, on n'a plus forcément de lien aujourd'hui avec eux, sauf avec Maggie, mais du coup, il y a vraiment, sur le moment, on est tous connectés les uns aux autres, et c'est juste génial, quoi. Je pense que mais quand tu voyages, c'est ce que tu vis aussi, de rencontrer des gens et de vivre des moments un petit peu incroyables avec des gens que tu connais pas, mais avec qui tu partages énormément, quoi. Ouais, c'est beau ce que tu racontes. En tout cas, ouais, je me suis vraiment touchée. Ça te parle? Ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surprise
sur le GR20 dans ce que tu as pu ressentir ou dans ce que tu as pu expérimenter physiquement Non, moi c'était beaucoup de fierté en fait d'avoir réussi à le faire. En fait, il y a un endroit où c'est un endroit ça s'appelle le mont Incudine et qui est sur le plateau du Cochon. Donc c'est là où moi c'est la terre de mon grand-père avec voilà les paysans tout ça. Donc c'est vraiment mes origines, on va dire mes ancêtres du côté de mon grand-père en tout cas. Et là je me retourne et je vois la montagne, je vois ce que j'ai fait et là il y a voilà, c'est un moment quand je suis en visualisation, je dois penser à un moment où je suis fière de moi, où j'ai accompli quelque chose. C'est un moment d'accomplissement, mais je sais pas s'il restera pas à vie, quoi, celui-là, parce que dès que j'y pense, c'est vraiment toute l'image et toute l'émotion, l'accomplissement qui est là, quoi. Et ouais, et fière de moi, fière d'avoir fait ce que j'ai fait, quoi. Fière d'avoir réussi. Ouais, donc ça, c'était super. Et quand vous êtes revenu du GR20, du coup, t'as enchaîné sur la suite de ta grossesse. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était une aventure aussi pour toi Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Oui, parce que du coup, je repartais en région parisienne. Donc, on était séparés au début de ma grossesse. Et puis, en fait... Parce que Stéphane était en Bretagne? On était en Bretagne, d'accord. C'est ça. On s'est rencontrés en Bretagne. J'étais en formation pendant 2 ans en stagiairisation pour être psychologue dans l'éducation nationale. Donc, j'avais déjà mon master de psycho que j'avais eu quand j'étais dans le sud. J'ai habité à Aix-en-Provence. Et en fait, j'ai passé un concours de la fonction publique, d'éducation nationale, et j'ai fait ma stagiairisation, et t'as une formation de 2 ans t'as 2 ans de stagiairisation pour être titulaire psychologue éducation nationale. D'accord. Et quand j'ai été titularisée, je suis partie en région parisienne. Ce qui est un passage un peu obligatoire quand t'es dans l'éducation nationale, dans le second degré, en tout cas, puisque dans le premier degré, tu peux rentrer directement et rester dans la région dans laquelle tu postules. Et voilà, et du coup, on savait qu'on était séparés pendant un moment, mais voilà, mais ça aussi, ça fait partie des processus. Est-ce qu'on attend que je sois rentrée en Bretagne pour faire un bébé, et puis en fait, à un moment donné, on arrête de réfléchir. J'ai habité chez mon oncle et ma tante à ce moment-là qui m'hébergeait. Et tout comme le GR20 a été une évidence, une intuition, on s'est pas pris la tête, on a préparé tout, on s'est dit on y va. Bah pareil, le bébé, on s'est dit de toute façon on essaye. Ma tante m'avait dit mais tu sais l'espèce humaine c'est l'espèce la moins fertile. Donc bon voilà, j'avais 2016 34 ans. Bon oui, allez, peut-être qu'il faut pas perdre trop de temps quoi. Donc dès qu'on a essayé, on a réussi. On a eu de la chance. Du coup on était séparés au départ, mais en fait on a fait un séjour à Belle-Île-en-Mer. Il y a ma sœur de Lyon qui est venue avec son chéri, et en fait on a fait beaucoup de vélo, et en fait il se trouve que j'ai fait peut-être un petit peu trop de vélo, j'étais enceinte de 4 mois et demi, et que en fait quand je suis arrivée aux urgences en revenant de mon séjour et que j'arrêtais pas de contracter, que je devais prendre le TGV le lendemain pour repartir à Paris, on m'a dit non mais vous n'allez pas repartir en région parisienne, vous avez combien de transports? 1h30. Non. Donc j'ai ma foi, j'ai été arrêtée à 4 mois et demi de grossesse, et j'ai passé la fin de ma grossesse à faire grandir tranquillement Arthur, et ça a été finalement voilà une bonne opportunité. Et finalement j'ai juste savouré le fait d'être à la maison, puis voilà, donc de m'occuper j'avais que à m'occuper de moi et de ma grossesse, à préparer la venue d'Arthur. C'est pas mal. Ouais. Aussi. Ouais. Et est-ce que l'innovation, le dépassement de soi, c'est quelque chose que tu vis à travers ta maternité? Ouais, alors je dirais que pour le coup, le dépassement de soi, ça a été plus, j'ai plus ressenti dans l'accouchement pour Aliénor, parce qu'en fait, donc pour Arthur, donc j'ai accouché à l'hôpital, je souhaitais pas de péridurale,
mais finalement, je dilatais pas. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui ont fait que ça n'a pas fonctionné comme j'aurais imaginé, et que finalement j'ai pris une péridurale. Donc non, c'était plutôt au niveau, oui, de l'accouchement d'Aliénor, où là, c'était quoi du coup tu me disais les valeurs, le dépassement, quoi. Voilà, c'était plus au moment de l'accouchement d'Aliénor. Arthur, j'ai été un peu déçue. Bon, mais en même temps, j'avais certainement à vivre ça. C'est un peu, je suis rentrée dans la norme, dans une espèce de truc. Et finalement, c'est ce qui m'a permis après de trouver l'énergie. Puis après, en fait, c'est surtout pour Aliénor, j'avais lu parce que je suis sur un groupe de mamans porteuses. Et du coup, il y en a une qui a partagé son récit de naissance. Et, euh, et là, je me suis dit, j'accouchais 2 mois plus tard. Et je me suis dit, non, mais non, on peut pas me le voler, celui-là. Voilà, je veux dire, je sentais que moi aussi, je pouvais avoir ce genre d'accouchement, un truc à la maison. Je voulais pas me séparer d'Arthur. Arthur avait 15, enfin, Arthur avait 6 mois quand je suis tombée enceinte d'Aliénor, donc il était tout petit, quoi. Et du coup, me dire ce truc d'aller à l'hôpital pendant 3 jours, loin de mon grand petit, non, c'était pas possible. Et puis voilà, du coup j'ai contacté la maman, et qui m'a donné les coordonnées de la sage-femme avec qui elle l'avait fait, et puis voilà, ça a matché. Steph a été convaincue, et puis ma foi, après c'était une super expérience. Waouh, donc t'as décidé ça 2 mois avant Ouais, d'accoucher? ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Bah ouais. Mais après, en fait, la grossesse, tout allait bien, tout se passait bien, donc tous les voyants étaient ouverts, donc. Mais voilà, mais ça s'est fait, ça s'est fait bien. Ça s'est fait bien, mais c'est vrai que pour Arthur, après Arthur, ça a été le dépassement. Après, c'était plutôt, c'était le retour à la maison qui avait été compliqué. Arthur a pleuré. Il pleurait pas mal. Alors, est-ce qu'il avait mal au ventre? Est-ce que je sais pas ce qu'il vivait, ce petit là, mais en tout cas, il pleurait beaucoup. Et donc, où j'ai beaucoup lu aussi, moi, pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer pour lui, pour essayer de décrypter les cris du bébé. J'avais une dame là, qui s'appelle Priscilla. ouais, c'est ça, Dunst. Ah ouais, c'est Ouais. bon. Et du coup, c'est vrai que c'était assez dingue ce livre, parce que enfin c'était vraiment ça, quoi. Et alors ce qui fait qu'après pour Aliénor, mais Aliénor ne pleurait quasiment pas, donc je savais décrypter les pleurs de bébé. Mais ça ne te servait plus à rien. Ou alors peut-être que comme je savais le faire, j'avais plus besoin de le faire. Enfin, tu vois, enfin, c'est toujours la vie m'a fait développer d'autres choses, quoi. Mais donc voilà, mais c'est vrai que un premier, tu te retrouves avec ah, il dort pas, est-ce qu'il fait ses nuits, enfin tout ce truc qu'on peut te balancer là quand t'es jeune parent et innocent, on va dire. Tu t'es sentie plus vulnérable pour Arthur face Ah justement ouais, à des réflexions. je l'étais plus, hein, ça c'est une évidence. Et en même temps, je l'étais plus, mais parce que je le voulais bien aussi, hein. Enfin voilà, après. Et en fait, j'avais ma sage-femme que pourtant j'aimais beaucoup, hein, avec qui je faisais de l'aptonomie. Et puis en fait, j'ai appris à m'affirmer aussi face à elle, parce que bon, elle faisait de l'aptonomie, donc pour moi c'est quand même un gage de prendre l'enfant de manière bienveillante, tout ça. Et puis en fait, je sais plus, un moment, elle a fait une réflexion comme quoi Arthur, je sais pas, il devait avoir 8 mois, il me manipulait, ou je sais plus comment. Enfin, je m'étais dit non mais et en fait je m'étais dit bon, arrête, je vais pas me prendre la tête. Et en fait je m'étais dit bon, je vais arrêter d'écouter ce qu'on va me dire. J'ai suffisamment lu, et puis bon, il y a ma mère aussi qui a été vachement importante aussi. Voilà, qui m'a pas mal aussi valorisée dans ce que je pouvais faire en tant que maman. Tu t'es sentie soutenue, quoi. Ouais, ouais, ça a été important. Ça a été important parce qu'en fait Stéphane n'était pas du tout dans les mêmes. Voilà, lui il me dit que s'il avait pas eu des enfants avec moi, il les aurait pas élevés
tout de la même façon que ce qu'on fait nous ensemble. Voilà. Mmh. Et en même temps, il dit qu'il est complètement ok, mais que en même temps, c'était pas du tout intuitivement tout ce qu'il aurait fait, quoi. Voilà. Laisser pleurer un bébé, c'était quelque chose qui n'était pas de l'ordre de choquer. Voilà, pas le prendre dans les bras tout le temps. Enfin voilà, des trucs qui aujourd'hui dans le maternage proximal sont la base. Et moi sont devenus un peu ma base, et puis par rapport à mes lectures aussi où ça m'a confortée. Et puis voilà, puis après je suis aussi je suis aussi psy, et du coup peut-être que je sais pas, peut-être que ça a été peut-être plus facile des fois de me dire que quand on se sent pas légitime, on peut se dire ah bah tiens je fais mal ou quoi, mais voilà, moi j'attendais pas comment dire, quelqu'un d'extérieur me dit en fait les gens vont pas forcément oser critiquer ce que je vais faire parce que je suis psychologue. Donc là j'avoue que c'est assez agréable des fois puisque finalement ils se permettent pas parce que ils se disent que je sais, ou alors ils disent bah c'est le coordonné les plus mal chaussés. Voilà, moi-même je le dis et je dis bah c'est comme ça. Donc mais voilà, en tout cas, est-ce que c'est par mon métier ou genre je sais rien par rapport à quoi, mais voilà, en tout cas Stéphane m'a rejoint sur ce chemin de la parentalité, et ma foi c'est une belle aventure qu'on construit tous les jours ensemble. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets d'aventurière, où tu te sens particulièrement aventurière avec ou sans eux Bah du coup on a un projet de partir en camping-car, mais bon là c'est plutôt alors est-ce que je me sens aventurière là-dedans? Je me sens peut-être sortir d'une zone de quoique non, je sais pas. Bon, parce que c'est assez normé, c'est assez préparé. Là, ce qui me paraît, il y aurait un côté aventurière, ce serait plutôt de vivre de façon nomade, mais ça, j'y suis pas encore du tout. Et on n'y est pas du tout. Mais après, c'est peut-être ce que moi j'ai envie de faire, mais je suis pas toute seule. Mais voilà. Mais en tout cas, ou repartir en randonnée, là avec les enfants. Donc on va peut-être faire cet été un peu de rando avec un âne. Ah, trop bien. J'ai ma mère qui habite dans le Cantal, donc peut-être voilà, faire un truc, mais pas longtemps, une demi-journée, mais au moins voilà, se dire ok, et après pour l'année prochaine partir avec mes sœurs, mes neveux et nièces, et puis partir 3-4 jours en randonnée tous ensemble. Donc voilà, ce serait plus de l'aventure, parce que bah du coup ces moments où on est dans la nature, où on marche, et ben on est vraiment les uns avec les autres, il y a pas de téléphone, il y a pas de distance, on est voilà. Quand on marche, on est pleinement, enfin moi en tout cas quand je marche, je suis pleinement à ce que je fais, pleinement là quoi. Voilà l'aventure qui s'exprimerait en tout cas. Ah, trop chouette. Ah, c'est des super projets. Ouais. Bah moi j'y vois de l'aventure, après Ouais. chacun voit l'aventure où il veut. Hein. C'est ça. Mais bon, comme on avait déjà dit, hein, c'est vrai que d'être maman finalement, et en plus avec ce contexte aussi là, Covid, être parent, c'est une aventure hein, de toute façon. Je trouve que tout est une aventure aujourd'hui, encore plus. Merci Alicia pour ton partage. Bah merci Emma pour ton invitation. Et pour ton récit de vie qui, moi en tout cas, j'ai voyagé quoi. Ah bon bah tant mieux. Moi j'ai bien senti l'aventure en tout cas. Ouais. J'espère que ce sera le cas aussi pour celles et ceux qui nous écouteront. Ben j'espère. Si je peux inspirer par mon expérience et ma faible, je sais pas, enfin ma faible, non mais voilà mon expérience et ma foi ce que je peux en dire et ce que je peux en vivre aujourd'hui, bah tant mieux. S'il y a des gens qui peuvent s'en inspirer, bah c'est cool. Voilà. Chouette. Voilà. Et ben merci, puis à bientôt Alicia. Ça marche. À bientôt Emma. Salut. Salut. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un joyeux moment avec nous.
N'hésite pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur le compte Instagram dansleventre2.venus. Je te souhaite une belle journée. Je te retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle mère aventurière.